C'est quand même une première dans l'histoire de la Ve République qu'un vote de confiance se termine mal, aussi mal d'ailleurs. Comment avez-vous vécu ce moment hier où François Bayrou est monté à la tribune? Alors d'abord, je peux faire une petite remarque sur votre annonce des nouvelles. Non, la France n'emprunte pas au même taux et a fortiori pas au même taux au-dessus de l'Italie. On revient sur l'économie. À 9h30, voilà. C'était le cas en Guéno. C'était 3,48 contre 3,47. D'abord, il n'y avait pas de... Si. Il n'y avait pas aujourd'hui de... il y a eu adjudication de OAT. Si. Alors, à 12h48, on était sur le taux OAT à 3,410 et sur l'obligation italienne, 3,482. Bah ça non, mais c'est pour dire que c'est... Non, mais vous pouvez rendre responsable François Bayrou de ce qui arrive en disant il a prétexté le chaos, donc ben voilà, les marchés commencent à prendre peur. Oui, ça, mais on n'emprunte pas. C'est un argument que vous développez habituellement. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais on n'emprunte pas au-dessus de l'Italie. Ça, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On peut revenir sur la politique. Voilà. Non, parce que c'est la même chose, c'est la politique. Mais justement, mais vraiment sur le moment d'hier, moi je voudrais... Et nos adjudications, elles sont souscrites 2 fois ou 3 fois. Ça c'est montant. Donc 10 ans a été souscrit à 15 milliards et on en a placé 7. Voilà. Franchement, essayer de dramatiser cette situation à l'extrême ne fait que tendre les choses et abîmer la confiance. Voilà. Et c'est ce qu'a fait ce gouvernement depuis des semaines. Bon, c'est ce que j'allais dire. Hier, c'était pas dramatique à la tribune? Ce qui était dramatique, c'est ce qu'on a entendu. Alors justement, dites-moi. Voilà, c'est-à-dire le discours du Premier ministre, c'est-à-dire voilà. Non, mais rien ne m'a surpris puisque de toute façon, il a répété ce qu'il répète depuis des semaines. Oui. Il nous manquait que la guerre des générations un peu plus violente. Voilà, enfin tout ça est absurde, mais on n'a pas eu un spectacle magnifique en entendant les autres non plus. Je veux dire, c'est le problème. Le problème, il est là. Le problème, c'est que dans une démocratie, il y a toujours des politiciens, c'est normal. Voilà, c'est le mal nécessaire de la démocratie. Mais quand il n'y a plus que des politiciens, alors ça va vite très très mal. Voilà. Et le prochain, ce sera un politicien. Mais vous voyez dans le paysage politique aujourd'hui, les gens qui sont en scène. Autre chose que des politiciens, on verra. Après, il y a des politiciens qui arrivent à passer au-dessus de leurs conditions. C'est ce que j'allais dire, qui sont transcendés peut-être par le poste. Oui, mais ça peut arriver. Ou c'est mission impossible, quel que soit, au vu de la composition de l'Assemblée nationale, de toute façon, ce sera mission impossible. C'est mission impossible à partir du moment où les politiciens vont continuer à se comporter comme des politiciens et les partis à essayer absolument de jouer la partition du régime des partis. Voilà. Il faut pour aller aujourd'hui. Mais moi je dis ça depuis le début, depuis qu'on a élu cette Assemblée nationale. On me disait sur les plateaux est-ce qu'il y a une issue, laquelle est la meilleure façon de. Je dis il y a pas de bonne issue, il y a pas de bonne solution. Il a créé une situation avec la dissolution qui est une situation inextricable. Bon, donc il n'y a pas de solution institutionnelle. La dissolution, ça ne va rien arranger. Probablement même ça va aggraver les choses. Et même si le Rassemblement national était élu, ça les aggraverait parce qu'il pourrait pas gouverner. Il n'a pas le référendum. Il peut pas. Les ordonnances, le président peut toujours refuser de les signer. Donc il n'a pas les moyens de répondre aux attentes de ses électeurs. Bon, et en plus, je pense qu'ils auront probablement pas la majorité absolue. Bon, la démission du président de la République, c'est une catastrophe institutionnelle. Dieu sait si je me serais bien passé d'avoir Emmanuel Macron comme président de la République. Mais enfin, il est là. Il y a la personne et puis il y a la fonction. Vous allez faire s'il démissionne, on va faire des élections en 35 jours. Bon, maximum. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de celui qui va sortir. Il y a la piste de la démission anticipée. Non, mais ça c'était Jean-François Copé ou Valérie Pécresse. Tout ça c'est des montages un peu farfelus. Donc vous imaginez pendant 6 mois le président de la République est déjà plus le président, en étant encore le président. Enfin tout ça n'a aucun sens. Sur le papier c'est très joli, mais en pratique c'est absurde. Bon, donc c'est celui qui ou celle qui sera élu héritera d'une fonction affaiblie. Et aura elle-même une légitimité faible parce qu'elle n'aura pas de vrai mandat ou il n'aura pas de vrai mandat après une campagne aussi courte. Bon, alors vous êtes déjà allé sur la démission, peut-être hypothétique, ce que vous pensiez de cette solution institutionnelle. La solution. Alors, mais justement hier, je voudrais revenir sur ce qui passait hier, parce que je suis passée à l'Assemblée nationale et on a vu, j'avais été déjà témoin de la chute du gouvernement Barnier. Il n'y avait pas, et tous les observateurs l'ont noté, il n'y avait pas la même ambiance. C'est-à-dire que là hier, il y avait une ambiance. Déjà, il y avait énormément de monde, énormément de journalistes, notamment de la presse étrangère, et il y avait une ambiance de fin de règne. Est-ce qu'on en est là ?
Est-ce que c'est le qualificatif que vous utiliseriez? Dans une ambiance crépusculaire. Alors, fin de règne de Bayrou, ça sûrement. Fin de règne du président de la République, oui, mais encore une fois, il va falloir, à mon avis, le garder jusqu'à l'échéance, sauf s'il décidait tout seul de partir, ce dont je doute, et ça n'arrangerait rien. En plus, encore une fois, parce que on aurait une élection dans un délai très court. Alors, on me dira, en 69, le général est parti. Oui, mais la société était en ordre. Il y avait Pompidou derrière. Résultat, vous imaginez bien. Vous imaginez, non, mais c'était fini, c'était derrière mai 68. Je vous rappelle que mai 68, ça s'est traduit à la fin par un raz-de-marée gaulliste à l'Assemblée. Voilà. Et donc et la preuve, c'est que le second tour, c'était Poher contre Pompidou. Vous imaginez ce que ça reflète comme état de la société par rapport à ce qu'on peut récupérer aujourd'hui comme second tour. Donc voilà, en 74, quand Pompidou est mort, on a fait encore une élection très courte, mais ça s'est pas si bien passé que ça, parce que à la fin, on a eu Giscard a gagné avec 0,5 points d'avance. Donc c'était une légitimité très fragile, comme disait le général. On gouverne pas avec une majorité de 1%. Alors avec une majorité de 0,5, c'est encore plus difficile. Bon, on est passé juste là dans la situation actuelle, ça serait un désastre. Donc la seule chose qui peut fonctionner, c'est que dans le nouveau gouvernement, à la tête du gouvernement comme dans le gouvernement, ceux qui vont exercer des fonctions ministérielles ou qui vont aller à Matignon fassent passer leurs devoirs avant leur appartenance partisane, qu'ils y aillent pour faire leurs devoirs, non pour être les porte-parole de leur parti, non pour essayer de mettre en œuvre tout ou partie du programme de leur parti. L'idée, il peut pas y avoir un gouvernement socialiste, personne n'a de mandat pour ça, il peut pas y avoir de gouvernement LR, il peut pas y avoir de gouvernement centriste, il ne peut y avoir qu'un gouvernement où les gens vont pour faire leurs devoirs, où les gens sont modestes, acceptent d'être là pour assurer la continuité de l'État, faire face aux événements, voilà. Et si ça n'est pas ça, on va à l'aventure, voilà. Alors, comment puisque vous parlez je n'en sais rien. D'aventure, là, on a esquissé certains noms aussi depuis tout à l'heure, puisqu'il y a le nom de Sébastien Lecornu qui revient, c'est ce qu'a laissé entendre Xavier Bertrand, qui était à une réunion des dirigeants du parti Les Républicains. Gabriel Attal, lui, le chef des députés Ensemble pour la République, souhaite un négociateur pour trouver des compromis. Et écoutez la réaction à l'Assemblée de Marine Le Pen sur cette proposition, justement. Moi, ce que je dis de manière très claire, que le président de la République désigne une personnalité en dehors de la politique, qui ne sera pas Premier ministre, mais qui aura vocation pendant les 3 prochaines semaines à réunir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les chefs de partis politiques. C'est ce que vous appelez un négociateur. Oui, un négociateur, c'est ce qui se fait, Adrien Gindre, dans quasiment tous les pays autour de nous. Je crois que c'est une personne effectivement qui vient pas de la politique active immédiate, ça peut être quelqu'un qui vient du monde syndical, du monde associatif, et qui, sur son nom, peut mettre autour d'une même table l'ensemble des chefs de partis politiques. C'est absolument n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. On n'est pas dans une cellule psychologique, quoi. Vous voyez. Soit il y a un Premier ministre qui est capable de trouver une voie pour ne pas être censuré quand il présentera son budget, soit ce Premier ministre n'est pas capable de trouver une voie. Et dans ces cas-là, eh bien, on reposera évidemment sur la table la question de la dissolution. Votre réaction à cet échange, Victor Ayrault? Alors, écoutez, et à ces solutions. Il est très révélateur. Non, Marine Le Pen a raison. Il faut trouver une voie pour ne pas subir une censure. Alors à ce moment-là, soit elle n'est pas la seule à le dire, mais bon. Mais d'ailleurs, tout le monde le dit, mais personne ne trouve cette voie. Soit il faut composer avec, c'est mathématique, soit il faut composer avec le Parti socialiste en gardant les Républicains. Et là, vous avez un espèce de socle commun qui peut tenir. Soit il faut composer avec le Rassemblement national. Là, vous pouvez oublier le Parti socialiste, vous en fichez, mathématiquement, ça ne compte plus, mais il faut y aller à fond avec le Rassemblement national. C'est ces deux hypothèses, ces deux seules voies qui sont possibles. Le reste est impossible strictement. Donc maintenant, le souci, c'est que le centre ne veut pas composer avec le Rassemblement national pour la simple et bonne raison que depuis 2022, il n'a été élu et réélu que grâce au barrage contre le Rassemblement national. C'est un peu absurde d'aller voir leurs électeurs et de dire, finalement, maintenant, on va composer un gouvernement avec eux. Et puis, il n'est pas sûr que le Rassemblement national accepte. Et dans l'autre sens, si vous voulez, le seul qui a tendu la main vers les socialistes, autrement que Gabriel Attal, mais il en vient, c'est Bruno Retailleau qui dit « Nous sommes d'accord pour qu'il n'y ait pas un homme issu du Parti socialiste au gouvernement, mais nous sommes d'accord pour avoir un gouvernement qui fasse des concessions au Parti socialiste pour pouvoir ne pas être censuré et rester, nous, la droite, aux manettes. » Le souci, c'est qu'en disant ça, il se prend tous ses électeurs à dos, et toute la droite d'ailleurs, qui lui dit « Mais attendez, mais la droite ne peut pas être socialiste. » Donc le seul sens de la responsabilité dans ce paysage, à mon sens, c'est Bruno Retailleau, mais il se fait déjà tirer dessus. Et je note que dans votre analyse, pardonnez-moi, Monsieur Guénaud, vous dites
que les ministres doivent aller là-bas pour faire leur devoir sans ambition personnelle et sans être les porte-parole de leur parti, vous excluez des ambitions personnelles, mais ils peuvent les mettre à la porte. Oui, mais sans être les porte-parole de votre parti, de leur parti. Absolument. Donc vous excluez Bruno Retailleau, qui est président de son parti. Il ne peut pas être ministre et président du parti, selon vous. Mais je pense qu'il a déjà beaucoup de mal depuis quelques mois à conjuguer les deux. Quand on est ministre, on n'est pas là pour porter sauf quand c'est votre parti qui est au pouvoir. Sauf quand vous avez la majorité. Voilà. Nicolas mais sinon, Sarkozy n'a pas été, M. Guédot. Mais c'était son parti qui était au pouvoir. Oui, d'accord. Mais enfin, il a été les deux. Il a été les deux parce que c'était le parti au pouvoir, c'était la majorité, c'était le gouvernement de l'UMP à l'époque. Donc c'est pas du tout la même chose. Là, vous pouvez pas. Et le devoir qu'on a au gouvernement, il est supérieur à celui qu'on a vis-à-vis de son parti. Voilà. Et je trouve que la situation là, elle est très ambiguë. Juste une remarque. Je me demande comment les Français peuvent s'y retrouver, surtout là. Comment les Français peuvent s'y retrouver? Mais non, mais il y a une chose qu'on oublie dans cette affaire, c'est que si ça n'est qu'une question de négociation, d'arrangement entre les partis, il n'y a pas de solution. Il n'y en aura pas parce qu'une partie du centre, le centre et une partie de Macron, ils ne voudront pas travailler avec le Front National, avec le Rassemblement National. Il faut d'abord, le problème, c'est que tous les premiers ministres là depuis la dissolution ne se sont pas adressés aux Français, ils se sont adressés aux partis. Bon, donc ils ont été prisonniers des partis. Mais il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que contrairement à la vision qu'ont imposé certains en disant à partir de maintenant, puisque l'Assemblée est dans cet état, tout va se passer à l'Assemblée. Mais non, en réalité, tout se passe dans l'opinion. Parce que l'Assemblée ne fait que refléter l'état de l'opinion. Si les partis, là, ont fait un choix tout de suite de ne pas accorder la confiance, c'est même pas parce qu'ils ont une stratégie propre, c'est parce que leurs électeurs ne pouvaient pas l'accepter. Donc, c'est la question est de savoir comment le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement va s'adresser à l'opinion et quelle sera la pression de l'opinion sur les différents partis qui sont à l'Assemblée. Mais sinon, c'est le régime des partis et dans ce contexte, ça ne peut pas marcher.